Oui, bonjour. Bienvenue sur cette présentation concernant l'étude sur les retombées économiques des grimpeurs dans le sud de l'Île-de-France. Ce que je vous propose, c'est que chacun se présente avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vous en prie. Donc Gaëtane Potard, moi je suis consultante sport de nature et environnement et je dirige un club d'escalade, j'ai un gîte de grimpeurs et j'ai travaillé pendant 3 ans à l'ONF à Fontainebleau. Bonjour, Véronique Klein, consultante indépendante. Je suis consultante auprès des organisations sur les sujets organisation, structuration et développement. Donc Florent Pipineau, je travaille pour Seine-et-Marne Attractivité, qui est un des financeurs et un des pilotes de l'étude. L'objectif, de manière très synthétique, c'est de vous présenter les raisons pour lesquelles on a lancé cette étude, la méthodologie, les résultats sur un des sites, si ce n'est le plus connu, de blocs au niveau mondial. Je vous propose rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'Île-de-France, c'est la petite carte qui est derrière. Ce qui est intéressant pour nous d'aborder de manière globale, c'est que vous voyez qu'en Seine-et-Marne, il y a un pôle comme Euro Disney, il y a Roissy. C'est-à-dire qu'on a une économie touristique qui est très très importante, très très forte, qui génère de très nombreux emplois et de très nombreux flux. Et c'est aussi une manière de vous dire un peu que l'ensemble de l'Île-de-France que vous voyez ici dans le sud, on est sur une partie qui va bien au-delà des clichés qu'on peut avoir sur une approche très urbaine. La Seine-et-Marne et la partie de l'Essonne, on est vraiment sur de la campagne, des milieux très naturels, sur des économies qui sont beaucoup liées à l'agriculture, au tourisme et au sport de loisirs. Je vous propose tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous n'hésitez pas à développer. En gros, pourquoi est-ce qu'on a lancé cette étude? Alors, il y a quand même 2-3 faits importants pour les grimpeurs. C'est qu'on s'est rendu compte dès 2022 qu'il y avait de fortes interrogations sur la forêt, sur son état, mais aussi sur 2022, c'est l'année où il y a des incendies et une grosse inquiétude de la part des pouvoirs publics. Et de là, une volonté à un moment peut-être de questionner les flux, qui vient, pourquoi. Nous, face à ça, on s'est vraiment positionné comme démontrer l'importance de tous ces grimpeurs. Alors pourquoi les grimpeurs? Parce que pour nous, c'est les seuls touristes qui en forêt. On avait aussi beaucoup de préjugés par rapport à tous les acteurs touristiques et politiques, voire de l'État aussi, sur c'est quoi les grimpeurs, pourquoi est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils représentent. On avait aussi une forêt, je vous l'ai dit, en très mauvais état et la question du tourisme doit se poser maintenant dans le cadre du réchauffement climatique. Et puis, on avait un troisième enjeu qui était un moment on voulait une approche de filière. En gros, c'est le tourisme de la grimpe, c'est pas que des hébergements, que de la restauration. On pensait qu'il y avait plein d'autres acteurs. Et puis, il y a un dernier point qui était important aussi, et on le mentionne ici, vous voyez dans le slide, les habitants. On sentait que les blozards, comme on les appelle, commençaient à un moment à se dire qu'il y avait peut-être un peu trop de monde à certains moments dans l'année. Et alors, peut-être pas avoir un sentiment de rejet, mais en tout cas, on va dire quelques petites frictions. Donc, vous voyez, on a 4 grands blocs. On a les touristes, en gros ceux qui dorment sur le territoire, les excursionnistes, ça peut être des franciliens. On a les habitants, et puis on a l'ensemble des autres acteurs qui gravitent autour de ça. C'est un petit slide rapide qui présente en fin de compte. Pour nous, c'est ça aussi notre travail de faire sur des destinations touristiques, c'est tout ce qui est amont-aval. En gros, c'est un grimpeur de manière globale et un grimpeur touristique. Qu'est-ce qu'il va venir nourrir comme poste économique sur un territoire, et je vous le redis, qui est quand même pas mal composé de petits villages. Donc vous avez des consommations, vous avez classique, le restaurant, mais c'est aussi la petite supérette, c'est aussi tous les métiers du soin. On pense qu'il y a un vrai axe, entre autres, sur le yoga. On a vu qu'il y a pas mal de relations entre l'escalade, le bien-être, enfin voilà. Ça, c'est vraiment pour vous présenter de manière très, très rapide. Et l'objectif de notre étude, c'était de voir dans tous les pôles quelles sont les retombées des grimpeurs. Je poursuis. Petite approche cartographique.
puisque la forêt de Fontainebleau est très très large. La grande difficulté de ce territoire, c'est qu'on est sur 3 départements, sur 10 intercommunalités. Alors, pour j'ai envie de dire, les citoyens lambda, ça ne parle pas trop, mais ça concerne les grimpeurs, parce que les communes et les intercommunalités, c'est elles qui ont certaines compétences, entre autres sur la question de la mobilité, des routes, etc. Donc vous voyez un territoire qui est très très large, avec de multiples blocs. Donc toute l'étude, elle portait sur cette jolie carte, avec tous ces jolis sites. Et bien sûr aussi, on a un parc naturel régional qui est un de nos partenaires, et bien entendu l'ONF. Vous savez que l'ONF est le gestionnaire, c'est l'État qui est propriétaire, mais l'ONF est le gestionnaire. Donc c'était vraiment une réflexion globale avec eux. Je suis dans les temps, ça fait 5 minutes, hein, j'ai une introduction rapide. Je vais passer la parole, on n'est pas collègues, on a été partenaires. C'est donc le cabinet qui a été mandaté pour piloter cette étude. Alors juste avant de vous passer la parole, nous on avait une vraie problématique, et c'était aussi un des vrais atouts, c'est que cette étude devait se dérouler sur une année complète. Pourquoi ? Parce qu'on avait identifié que les flux liés aux grimpeurs de blocs se font sur une année complète. Et donc, c'est pour ça que ça posait des vraies questions de méthodologie. Je vous en prie. Merci. Et donc, je vais vous présenter effectivement le groupement qui s'est constitué pour pouvoir faire cette étude. Donc, présente, vous avez donc Gaëtan et moi-même, nous sommes présentés au départ et on se représentera rapidement. Et puis, l'étude statistique quantitative a été menée par le cabinet 4V avec Vivian Vidal et appuyée par un cabinet de tourisme durable, Ethicalia, dont la représentante Isabelle de Montrichard nous a accompagnés. Les deux s'excusent de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais ils ont fortement contribué à cette étude. Donc moi-même, je suis intervenue plutôt sur la partie économique, développement, structuration des filières, et Gaëtan. Et moi, je suis économiste, mais pareil, c'était plus là en tant qu'experte de la filière, vu que je dirige un club d'escalade. Et je connais pas mal des acteurs du territoire ayant été aussi à l'ONF. Donc on a essayé de transcrire les questions de Vivian, un pur statisticien, en questions appliquées à l'escalade sur le territoire pour être encore plus pertinent dans les questions qu'on a posées à la fois aux grimpeurs et aux entreprises. Et Véronique va vous détailler la méthodologie qu'on a employée sur cette étude. Voilà, donc avec l'appui aussi de 2 personnes sur le terrain, dont Sophia qui est présente ici. L'étude quantitative, c'est vraiment basé sur un questionnaire qui a été co-créé et co-construit ensemble et qui a été diffusé via donc, ce que vous pouvez voir, enfin des sites socles qui ont été vraiment les sites sur lesquels les gens avaient des QR codes pour se connecter et répondre aux questions. Il y avait une possibilité de répondre en live en étant présent ou de toute façon de commencer le questionnaire ou de stocker l'information et d'y répondre plus tard. Ce qui a été très important aussi, c'est cette mode de diffusion et de connaissance que le questionnaire et que l'enquête existait. Parce que pour avoir des répondants, c'est pas tout de faire une enquête, il faut que les gens y répondent. Et vous verrez qu'on a eu énormément de répondants. Et c'est grâce à tout le travail de l'équipe qui a été fait, à la fois sur le terrain et aussi via des réseaux sociaux, des mails, l'appui de la fédération, si je ne dis pas de bêtises, qui a aussi relayé cette enquête et différents acteurs qui ont vraiment aidé à la diffusion de l'enquête et au fait qu'on a eu énormément de réponses, ce qui rend les résultats vraiment très solides avec un échantillon qui est plus que représentatif. Et donc vous voyez, voilà, c'est les fameux, donc vous voyez les spots de grimpe en rouge et puis les fameux sites socles dont je vous parlais, c'est vraiment là où il y a eu un relais très important avec une vraie présence et un appui de nos équipes pour la diffusion et puis des diffusions plus, on va dire plus light, mais aussi très présentes sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que ça a bien permis de enquêter, on va dire, l'ensemble du territoire. Pour donner un exemple, le Franprix de Milly-la-Forêt, je crois qu'il a apporté quelque chose comme 300 réponses. Et il y avait aussi les salles d'escalade. Donc on avait identifié des endroits où les grimpeurs touristes ou excursionnistes, qui viennent un seul jour ou plusieurs jours, allaient passer à un moment donné dans leur séjour. Il y a eu quelques sites socles qui étaient des panneaux en forêt de Fontainebleau, mais ça ne suffisait pas dans la mesure où ces panneaux ne sont pas toujours exactement sur le flux voiture-rocher. Et donc on a seulement identifié 4 sites parking où on était sûr qu'ils risquaient de voir, le QR code.
Et on n'a pas choisi le mode enquête sur parking, qui avait été privilégié peut-être par d'autres consultants, parce qu'on a une connaissance du terrain et on sait que si jamais on organise 20 enquêteurs sur 2 jours et que c'est 2 jours où il pleut, c'est fichu, les grimpeurs ne viendront pas. Donc on était obligé d'avoir un mode hyper flexible et ça s'est avéré payant parce que vous allez le voir, on a réussi à... Alors, attends, les chiffres sont là. Voilà, on a réussi à avoir quand même 4838 témoignages et dont une grosse partie est venue des enquêtes par les réseaux sociaux. Grâce à Zofia, ici présente, à d'autres réseaux qu'on a sur Instagram, Facebook, on est quand même en contact avec beaucoup de grimpeurs au national et à l'international, plus les soutiens des salles cause et de la Fédération française d'escalade. Et au final, là, en termes statistiques, on sait qu'on peut représenter 1 million de grimpeurs s'il y avait 1 million de grimpeurs. Et par chance, en plus, on a vraiment une typologie très diversifiée qui s'est confirmée tout au long de l'année. Donc on est hyper satisfait. Mais tu avais peut-être d'autres éléments à ajouter ? C'est bon. Peut-être juste, pardonnez-moi, juste un élément rapide qui est en fin de compte l'enquête élue. Parce que ça, c'est au-delà du fait que c'est un peu ce qu'on représente, mais c'est aussi eux qui vont prendre les décisions à venir avec les partenaires. On a fait une enquête élue, je pense on a interrogé environ, je crois que c'était 80 maires, avec des taux de satisfaction ils ont répondu. Il y a 2 choses à retenir. En gros, le bloc Fontainebleau, c'est connu au niveau mondial, ça oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sentent pas concernés. Imaginons qu'il y a un site de bloc à 5 ou 10 km. Pour eux, en tant que maire, ils ne se sentent pas concernés. Et c'est aussi un des enjeux de l'étude, c'est de montrer qu'on ne peut pas réfléchir à des sites d'escalade sans un périmètre qui va bien au-delà. Donc il y aura tout un travail d'appropriation de l'étude, mais aussi d'une manière de travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des points essentiels qu'il faut retenir pour l'avenir, parce que il y a l'ONF, bien sûr, il y a la commune de Fontainebleau, mais c'est tout un territoire qu'il va falloir emmener dans cette réflexion. Je vous repasse la parole. Oui, et effectivement, en complément de ces deux éléments, le dispositif qui a permis de mener l'étude a été aussi complété par une enquête auprès des entreprises. Donc c'est pareil, on vous présentera les résultats, le nombre d'entreprises enquêtées qui ont bien voulu répondre et le nombre de réponses qu'on a conservées. Là aussi, les chiffres sont un petit peu moindres que pour les grimpeurs eux-mêmes, mais restent significatifs et forts. Et puis, il y a eu des interviews qualitatives, quelques interviews au départ, notamment pour bien comprendre aussi les problématiques des personnes concernées localement, à la fois des élus, des professionnels, des grimpeurs, qui nous ont permis de qualifier et de faire un bon questionnaire bien adapté aux problématiques locales. Donc, voilà. Et donc, c'est sur l'enquête entreprise, mais à la rigueur, on y reviendra au moment de l'enquête elle-même. Il y a eu plus de 4000 entreprises interrogées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plus de 1000 réponses. Ça peut ne pas paraître beaucoup, un quart, mais en fait, si, sur ce genre d'enquête, c'est beaucoup. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a pu en conserver un peu plus de 1000. Et à la fois des entreprises qui sont vraiment dans le cœur de la zone, mais aussi des entreprises plus lointaines qui sont aussi concernées. Et donc ça, c'est ce qui va permettre aussi de faire une distinction entre ces 2 zones sur l'ensemble du territoire. Et donc je passe la parole à Gaëtane sur le résultat, sur la partie grimpeur, les grands résultats, les grands enseignements de cette étude. Un petit rappel, ce n'est pas une enquête de fréquentation. Donc beaucoup de gens aimeraient savoir, et donc il y a combien de grimpeurs à qui je vais pouvoir vendre une appli, un sac à magne, un séjour bon. Ça, c'est des chiffres qui sont par ailleurs collectés tous les 5 ans par l'ONF. Mais pas spécifique grimpeur. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes de fréquentation avec un observatoire. Il y a 18 compteurs en forêt de Fontainebleau qui identifient le nombre de cavaliers, de voitures, de piétons qui rentrent. On sait qu'on a 12 millions de entre 12 et 15 millions de visites de cette forêt par an. C'est plus que Disneyland, c'est plus que le château de Fontainebleau, c'est plus que. Mais on n'arrivait jamais, l'ONF n'arrivait jamais à convertir ça en nombre de grimpeurs. Donc il y a des estimations. Le problème, ce que cette enquête a permis un tout petit peu d'affiner, c'est que maintenant on sait à quelle fréquence revient un grimpeur. Donc on peut commencer à faire des divisions, commencer à avoir une idée.
Et je vais commencer par ça, le chiffre va être rappelé après, mais on n'est pas là pour faire qu'un PowerPoint. On aurait 1 200 000 journées de grimpe sur la forêt de Fontainebleau. Encore plus que le château, encore plus que, que je me souvienne bien, voilà. Encore plus que tout ce qu'il y a comme surfeurs en Aquitaine. Non, mais c'est pas du tout anodin. Et donc, en fait, on ne sait pas si ça correspond exactement à 1 million de grimpeurs ou à 920 000 grimpeurs. Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'on a enfin une typologie exacte de qui vient, qui fait quoi. Et donc, on a 70%, 2/3 des gens qui viennent dans cette forêt grimper aujourd'hui sont des gens qui viennent plus d'une nuit, essentiellement de l'étranger. Donc, on est sur un tourisme international, comme l'a dit Florent, quasiment méconnu des acteurs du territoire. Par ailleurs, ayant un gîte et grimpant énormément à Fontainebleau, on a les nations, mais c'est confirmé, c'est la Belgique, c'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas qui sont à 4 à 6 heures de voiture. Le mercredi, les condis sont annoncés comme bonnes. Ils programment de partir plutôt vendredi du travail ou jeudi s'ils ont de la chance, et ils viennent passer 2-3 jours à Fontainebleau. Et on a aussi, donc on a 2/3 de touristes grimpeurs. Ce qui a été aussi marquant dans ces résultats, et vous voyez bien sur la saisonnalité, on savait qu'à Pâques, ça a toujours été la saison historique de l'escalade. Et là, ce qu'on a découvert, qui est génial et intéressant, c'est qu'on a en fait quand même 12% des gens qui viennent en hiver. C'est pas du tout le cas dans le surf, c'est pas du tout le cas dans plein d'autres disciplines. On a aussi pas mal de gens, bien sûr, qui viennent en été et en automne, autour de la Toussaint, vacances décalées, pour avoir moins d'affluence. Donc on pourrait dire que c'est essentiellement le printemps, mais en fait non. L'enseignement, c'est qu'on a un bel étalement de la fréquentation. Avec maintenant même des grimpeurs qui viennent en été quand il fait chaud, et c'est pas pour autant les meilleures conditions, mais bon, si ça les satisfait, c'est un fait. On a énormément de gens en groupe et entre amis. Il y a du grimpeur solo plus dans l'excursionniste. Les gens qui viennent plus d'une journée vont être en petits groupes, en famille ou entre amis. Et ensuite, les lieux d'habitation et tous les chiffres détaillés, c'est ce qui est intéressant là, les touristes, donc on sait qu'ils viennent de l'étranger. Et autrement, on a pas mal de gens, bien sûr, à Fontainebleau, mais on a aussi tout ce qui est francilien. Donc on va avoir les Seine-et-Marnais, les Essonniens, beaucoup, et les Parisiens qui descendent. Donc ce qu'on a fait pour après, là on vous identifie là où les touristes séjournent. Donc ils se concentrent pour être au plus près des rochers. Ce qui veut dire qu'effectivement, si on est on a un gîte de France ou un gîte labellisé à plus de 30 km, 40 km de la forêt, c'est pas forcément là qu'on va accueillir des grimpeurs. Mais dans un rayon de 19 à 20 km, on a une grosse présence des grimpeurs. Et là, ils vont pas regarder si c'est l'Essonne ou la Seine-et-Marne, hein, c'est complètement indifférent. Juste pour rebondir sur ce point, Gaëtane, et je pense que l'approche, on est sur le cœur du territoire, mais c'est vraiment sur cette approche économique. On pense que sur la question de la saturation de certains hébergements, nous, on arrive à retrouver des grimpeurs sur des courts séjours jusqu'à 20 à 30 km, mais même pas des sites d'escalade. Donc c'est vrai qu'on a cette concentration, l'hypercentre, on va dire, mais ça vraiment, ils sont prêts parce que, alors certainement que du fait du nombre, pas forcément, les hébergements sont plus forcément disponibles, mais on a été quand même, nous, très surpris de la confirmation de ces distances. Voilà. C'était juste sur ce point, Ouais, ce petit détail c'est vrai. qui est important d'un point de vue économique pour nous. Donc on a caractérisé les grimpeurs qui fréquentent la forêt en plusieurs catégories. Donc les touristes, comme je vous ai dit, 75 un touriste, c'est je dors hors de chez moi. Donc je dors une nuit dans ces hébergements. Donc à 80% des étrangers, et là où on a été vraiment surpris, c'est qu'on a des gens qui restent 9 à 10 nuits sur le territoire. En moyenne. En moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont être là 15 jours. C'est assez énorme. Et ils ne viennent pas une fois dans l'année.
ils viennent 1,6 fois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de groupes qui vont revenir 2 fois. Ils vont venir à Pâques en famille et ils vont se refaire un petit séjour entre forts, entre gens du club ou à un autre moment dans l'année, peut-être un séjour un peu plus court. C'est 3 à 5 personnes ensemble et de plus en plus des familles. On est sur 20% ou 25% de séjours famille. Ça veut dire qu'aussi, à un moment donné, ils vont faire autre chose que de l'escalade et des activités avec les enfants. Ça veut aussi dire que nos circuits enfants, est-ce qu'on les met à jour? Est-ce qu'on en fait plus? Qu'est-ce qu'on en fait? Nous, en tant que grimpeurs, là, je parle. Et ils utilisent essentiellement, et ça, c'est aussi une information. Alors, je te coupe pas, c'est juste pour rebondir. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne des séjours en Seine-et-Marne, je vous ai dit qu'on avait Disney, c'est 2 nuits. Donc pour vous donner là un repère, vous avez Disney, vous avez tout ce qui est nos sites majeurs, c'est 2 nuits. Ouais, Là, donc on a 900 000 journées grimpe de touristes qui potentiellement restent entre 8 et 12 jours dans l'année sur le territoire. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut retourner vers les élus, on peut retourner aussi vers les grimpeurs, si parmi nous, on est certains grimpeurs à vouloir un peu structurer les choses. Et là, on se dit, non, il y a une vraie présence. D'ailleurs, aussi, dans ces touristes, on reviendra un petit peu à la fin, mais il y a une grosse partie de gens qui se sentent peut-être un peu moins concernés par le territoire, mais quand on a des touristes qui viennent souvent et depuis très longtemps, on peut aussi avoir des gens qui tout d'un coup se sentent hyper concernés. C'est-à-dire que nous, on estime qu'il y a des Blozards aux Pays-Bas ou il y a des Blozards en Allemagne. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent et qui sont finalement très présents et c'est confirmé par les chiffres. Ensuite, on a les excursionnistes. Donc là, ils fréquentent surtout une dizaine de spots dans la forêt. Ils viennent d'Île-de-France, d'Essonne et de Paris, pas mal entre amis. Et c'est des gens qui pratiquent beaucoup le bloc en salle et dès qu'ils peuvent, aujourd'hui, ils essaient de venir en forêt. Ces gens-là, les excursionnistes comme les touristes, et là c'est un élément nouveau et hyper important, ils utilisent deux outils pour venir grimper. Le même que tout le monde, le même que les Blozards, Blo-Info, donc la base de données des blocs qui donne la cotation des blocs, et Boulder qui s'est ajouté à ça et qui donne l'emplacement des blocs. Donc ça c'est et si un office de tourisme ou même un gîte ou n'importe quel acteur économique se dit tiens j'ai envie de communiquer aux grimpeurs, je vais créer un site web génial, tout ça en gros ça sert à rien. Le grimpeur il regarde une seule chose, il se débrouille pour organiser son séjour et il utilise ces 2 applis pour venir. Ensuite, bien sûr, les habitants. Et là, ce qui était passionnant, c'est que ils viennent et ils grimpent jusqu'à 50 fois par an. Donc, on va voir tout à l'heure, ils dépensent peut-être beaucoup moins par jour, mais ils le font hyper souvent. Même chose pour les excursionnistes, ils viennent très souvent. Donc, ok, c'est des gens qui vont peut-être acheter qu'un sandwich ou peut-être qu'une seule fois, ils iront faire le château de Fontainebleau en marge de leur séjour, mais potentiellement, ils le font une vingtaine de fois. Et pareil, les habitants, ils sont là à consacrer tout leur temps libre. 50 sessions en moyenne par an, ça veut dire qu'il y en a qui sont à 100 et 200. Je ne les connais pas. Donc ça, c'est les chiffres dont je vous parlais. On a parlé de journée grimpeur parce que vu qu'on a des grimpeurs qui viennent 55 fois, d'autres qui reviennent que 2 fois, au final, on n'a pas compté le nombre d'individus. Ce qui est intéressant pour l'acteur économique, c'est la journée de grimpe. Sur une journée de grimpe, on a des gens qui vont dépenser, et c'est ça où je vais revenir, parce que ça, je vous l'ai déjà dit, entre 10 et 35 euros par jour. Donc les touristes, ce qui était aussi assez intéressant, un gros résultat de cette étude, c'est que les touristes... Peut-être juste pour préciser sur la méthode, c'est ce qu'on a appelé des personas, c'est-à-dire qu'on a extrait des grandes catégories, des grandes familles de grimpeurs. Donc là, il y en a 5 au total. Là, on ne va pas toutes vous les présenter parce que c'est pas forcément l'objet aujourd'hui. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas présentés là aujourd'hui, mais qui sont présents dans l'étude. Mais là, on voulait faire ressortir quelques grandes typologies, personas de grimpeurs au sein du territoire. Et globalement, on a vu qu'on avait... Ça aussi, c'est un gros préjugé qui peut être maintenant démonté.
c'est qu'il y avait une image au niveau du territoire, parce qu'on n'est pas dans les Alpes à Fontainebleau, vous le saviez. Et en fait, non, mais il n'y a pas du tout un Bellifontain ou un Millacois ou quelqu'un d'Arbonne. Il grimpe pas. Les gens du territoire, très peu des gens du territoire. Il y a peut-être un village de grimpeurs dans tout le territoire, et je dirais pas lequel c'est parce que les autres vont se sentir. Mais autrement, ils grimpent pas, les gens. Et donc, il y a pas vraiment. Il y a une méconnaissance. Ils voient des gens bizarres avec des bonnets et des doudounes et des crash-pads depuis longtemps. Mais eux-mêmes, ils grimpaient pas. C'est en train de beaucoup changer, mais ils grimpaient pas. Et donc, il y avait une image de punk à chien, des vadrouilleurs, des gens qui vivent en van ou qui bivouaquent, qui n'ont pas d'argent. Il y avait quand même une image négative et qui pouvait aussi aller avec un faible investissement des acteurs du territoire. Et donc là, les personas, les types de touristes qu'on a identifiés, ben, ça va être la famille Weber qui habite à Cologne avec un ingénieur, un enseignant, 2 enfants de 9 et 11 ans et qui va venir 5 à 6 jours ou 7 jours à Pâques dans un gîte. Parce que ces gens-là, ils prennent un hébergement marchand et ils vont aussi faire autre chose de leur séjour. Alors, ils ne vont pas faire des milliards de choses, ils viennent essentiellement pour grimper, mais ils vont quand même faire une balade, un restaurant et une visite. Hein, Après, on a les groupes d'amis. Donc Élise, Martine et Tom, qui vivent à Liège, éducateurs spécialisés, technicien en maintenance ou un développeur front-end. Eux, ils vont peut-être... on a trouvé aussi qu'ils vont peut-être être en hébergement marchand, mais il y a encore beaucoup de gens qui viennent en van et en bivouac. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a un petit problème dans l'étude, parce que beaucoup de gens disent venir sur des sites autorisés. On sait que il y a encore 20% des gens qui sont a priori sur les parkings interdits de la forêt ou sur des zones où on n'est pas censé séjourner. Là, c'est ce qu'on a vu, c'est une des grosses conclusions aussi de l'étude, c'est que sur les territoires, il y a plein de choses pour lesquelles les gens seraient prêts à payer. À savoir, est-ce que je pourrais mettre mon bivouac avec une douche chaude, un truc à manger, donc un air de bivouac, pas un air de camping, pas un gîte, juste un air de bivouac sympa, un peu nature. Ça, c'est des choses qu'on ne propose pas encore sur le territoire, parce que les gens continuent d'utiliser des sites sauvages. Et c'est aussi parce que à Pâques, par exemple, dans la période d'influence majeure, tous les campings qui proposent ça sont déjà complètement complets. Et même si aujourd'hui, on regarde, moi, il y a 2 campings sur notre stand au salon. Il y en a un qui est quasiment déjà complet pour la période de Pâques. Donc imaginez toutes les dernières minutes, c'est sûr que ces gens-là, ils vont finir en bord de route ou en forêt. Je peux rebondir là-dessus, Gaëtan, parce que c'est vrai que c'est aussi une des raisons qui nous a poussé, nous, à lancer cette étude, c'est que l'ONF avait pris donc une interdiction de rester sur les parkings la nuit. Et ça fait écho à la question des incendies, ça fait écho aussi à cette question d'une inquiétude majeure, et ça fait aussi, nous, acteurs touristiques, une certaine inquiétude, parce que si les gens ne trouvent pas où dormir, ça pose la question à un moment de cette récurrence, de cette volonté aussi de revenir, en gros, de l'accueil. Donc je me permets juste de préciser ce point-là qui est important, c'est que saturation des hébergements, mais aussi une interdiction de dormir sur les campings qui est bien réelle, qui est assez nouvelle, puisque le décret, je crois, c'est 2023 ou 2024 pour les parkings. Donc voilà, mais c'est vrai que quelle est la capacité du territoire à accueillir ces gens qui ne demandent qu'à venir. Et donc après les touristes, donc 2 tiers, les gens qui séjournent plus d'une fois, donc 2 tiers des gens qui fréquentent Blo, on a les excursionnistes qui vont venir une seule journée. Et donc là, on a les banlieusards et les Parisiens. En majorité, c'est des hommes qui viennent en voiture pour les banlieusards. Aussi des cadres. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, la majorité des gens qui fréquentent la forêt, on est sur plus de la moitié, c'est des cadres sup. Hein. Donc, il n'y a pas tant de punks à chiens qui ont répondu à l'enquête que ça. Donc, ensuite, on a plus de gens là qui viennent en solo ou en petits groupes quand on vient seulement à la journée.
Et ils viennent toute l'année. Dès que le rocher est sec et qu'il est grimpable, on va avoir des gens qui reviennent sur la forêt. En gros, c'est des gens, leur travail leur impose de ne pas être à Fontainebleau, et dès qu'ils peuvent, ils viennent à Fontainebleau. Et ensuite, l'autre population qui va être importante pour la structuration des services ou des solutions, c'est les habitants. Donc là, on a pris l'exemple de Claire, 42 ans, qui habite à Noisy et qui est infirmière à Fontainebleau. Ils ont 40 ans en moyenne et ils sont cadres sup. Ils grimpent toute l'année. Hélas, et ça c'est une autre donnée, elle va grimper quand même en voiture, même si elle peut aller vite fait des fois à Noisy. Il y a d'autres rochers qui l'intéressent, qui sont loin. C'est trop compliqué parce qu'on est sur du 20 km de haut, 20 km de large, et des fois même on doit faire 25 ou 30 km. Donc les solutions vélo sont très peu proposées, développées, les solutions navettes inexistantes. Donc habitants, touristes, excursionnistes, de toute façon on était sur du 80% de déplacement voiture. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils ont eu des questions qualitatives sur qu'est-ce que vous voudriez trouver à Fontainebleau. Et qu'est-ce que vous pensez de l'impact de l'escalade à Fontainebleau? Ces gens-là sont un peu plus, ils se voient plus comme médiateurs. Donc ils se sentent beaucoup plus concernés par l'impact de la pratique en forêt. Là, il y a beaucoup plus de résultats dans l'étude complète, mais c'est vrai qu'eux, ils se sentent concernés à 6 sur 10, tandis qu'on va avoir des gens qui viennent, même s'ils restent entre 9 jours ou 10 jours, donc les touristes, eux, ils se sentent concernés à une note de 5 sur 10. Ils ont moins conscience des effets. Forcément, quand on va 100 fois dans l'année en forêt, 50 fois dans l'année en forêt, on se rend bien compte de ce qui change à chaque fois. Donc le changement nous impacte. Les gens qui viennent moins longtemps se sentent moins impactés. Mais c'est ces gens-là qui pourront peut-être, quand on met en place des ateliers érosion, de la sensibilisation, c'est les habitants grimpeurs qui peuvent aussi être partie de la solution. Maintenant, je vais passer la parole à Véronique pour parler des retombées économiques. Qu'est-ce que les entreprises, les commerces pensent et évaluent de la contribution économique? Voilà, donc ça c'est une autre enquête qui a été menée, comme je vous le disais, donc auprès des entreprises. C'est un questionnaire qui leur a été envoyé, donc à plus de 4000 entreprises. Un peu plus de 1000 y ont répondu et 1000, tout petit peu moins, ont pu être conservés du fait de la complétude des réponses pour cette analyse. Et comme je vous le disais, à peu près 2 tiers au cœur de la zone et 1 tiers hors de la zone, ce qui est aussi intéressant dans les résultats. La première question qui leur a été posée, c'est est-ce que vous avez des grimpeurs dans votre clientèle? Voilà, c'est un oui-non. Pour la première question, c'était est-ce que j'ai des grimpeurs ou pas dans ma clientèle, sachant qu'on n'a pas de données statistiques de l'INSEE ou des choses comme ça là-dessus, donc c'est vraiment leur analyse de est-ce que la personne que j'ai en face de moi est un grimpeur ou pas en fait. Et donc, en gros, il y a quasiment 1 tiers des entreprises, ou 30%, 3 sur 10 situées en cœur de zone, qui ont des grimpeurs dans leur clientèle. Donc c'est très important. Et alors en termes de type d'entreprise, on est évidemment sur les hébergements touristiques, sur les commerces alimentaires, sur de la restauration, des bars, et aussi sur des prestataires d'activités liées à l'escalade, et aussi sur des visites. Voilà. Hors de zone, un peu plus loin, mais toujours sur le territoire, la proportion baisse. On est sur une entreprise sur 10 seulement qui a des grimpeurs dans sa clientèle. Ensuite, on a été plus précisément leur poser la question aussi de OK, vous avez des grimpeurs, mais combien ça représente dans votre chiffre d'affaires? Donc là, on parle vraiment de chiffre d'affaires. Donc c'est un ressenti, il n'y a pas de données statistiques là-dessus, actuelles, stockées, etc. Ce qui est très fort, c'est que ça peut aller jusqu'à 30 à 35% du chiffre d'affaires de certaines entreprises. Donc c'est une part de chiffre d'affaires qui n'est pas du tout négligeable pour un grand nombre d'entreprises situées. Alors là, on est encore une fois dans le cœur de la zone. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que c'est en toute saison, puisqu'on l'a vu, les grimpeurs sont présents toute saison, donc c'est un vrai amortisseur ou part de chiffre d'affaires tout au long de l'année pour ces entreprises-là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte et en faire le lien avec l'enquête sur les grimpeurs parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il y a eu aussi des verbatims. Les gens étaient
et pouvaient s'exprimer en fin dernière. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Et ce qui était peut-être un petit peu surprenant ou pas, c'est que beaucoup ont dit, moi je suis prêt à payer en fait pour des services. Aujourd'hui, j'ai besoin de ces services-là. Gaëtan l'a dit, sur une douche, sur des vestiaires, sur des poubelles, sur du parking où je peux dormir, etc. Voire sur d'autres services. Et c'est sans doute ça qui nous permet de faire le lien entre les deux. C'est qu'il y a une population prête à payer si on lui propose les services qu'elle attend. Et donc, voilà, ce qu'on vous disait, c'est que, évidemment, en fonction de la population, du type de grimpeur, la dépense moyenne journalière n'est pas la même. Elle est entre 14,5 pour les habitants et plus du double, 32 pour les touristes. Ce qui est important de voir là aussi, c'est le delta, la différence par rapport aux autres activités. On vous a parlé là, des journées surf. Vous voyez que quasiment toutes les autres activités ont une dépense journalière beaucoup plus importante. Entre 45 et 100, voire plus de 100 euros par jour par personne présente. Donc là, il y a quelque chose à se dire. On a vu que voilà, la population qui grimpe a des moyens. Et donc, c'est pas parce que les cyclotouristes ou les pèlerins mangent plus ou dorment dans des hôtels de meilleure qualité. C'est parce que une des hypothèses qu'on peut faire et qu'on a faites, c'est parce qu'il y a plus de moments où ils sont invités à contribuer. Donc, par exemple, à Fontainebleau, tous les topos sont quasi... L'information pour où grimper, pour l'instant, elle est complètement gratuite. Se garer, c'est complètement gratuit. Faire pipi, laisser ses déchets, c'est gratuit. Je vous parle des faits. Il y a d'autres endroits, il va dire j'ai eu 5 euros de parking, j'ai eu 20 euros de parking. Voilà. C'est pas pour dire c'est ce qu'on doit faire, c'est pour dire qu'il y a d'autres... Vous allez au ski, vous payez votre forfait. Bon, donc, il n'y a rien de tout ça à Fontainebleau. L'activité escalade et les services alentours, tout est complètement gratuit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, c'est pour ça que la dépense, elle est minime, mais elle est réelle. Et si on rapporte ça donc en montant annuel de dépenses que ça apporte en plus au territoire, donc là, on a volontairement pas mis le montant pour les habitants, parce qu'en fait, les habitants, c'est des dépenses qu'ils auraient faites de toute façon. Voilà, je vais prendre mon sandwich, je vais manger. Si j'avais pas mangé en faisant de l'escalade, j'aurais mangé de toute façon. Donc c'est pas un plus pour le territoire. Par contre, les excursionnistes et les touristes qui viennent spécifiquement pour, oui, c'est un plus. Et donc en faisant tout simplement des multiplications, on est entre 23 et 26 millions d'euros par an apportés au territoire par ces grimpeurs. Et évidemment, les deux grands postes que vous pouvez voir, on en a déjà parlé, c'est l'hébergement et la restauration et le commerce alimentaire. Mais donc, ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout négligeables pour l'ensemble des territoires et pour certaines entreprises locales. Voilà. Et donc, je repasse la main à Florian. Ouais, je vous remercie. Alors déjà, juste sur les chiffres, c'est même très très loin d'être négligeable pour un territoire comme le nôtre. Le tourisme est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Le territoire a la chance d'avoir des gens sur lesquels on n'a pas besoin de faire de campagne de communication de conquête, qu'on appelle de conquête. Dans le cadre des réseaux sociaux, ça coûte des fortunes. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Et en plus, on a une chance qui est, je trouve, encore plus importante, cette question de la saisonnalité. On prend la plupart des territoires touristiques, ce sont des territoires qui vont se battre pour essayer d'avoir les gens un peu plus longtemps, que ça soit au printemps, en automne, ce genre de choses. Là, on a une économie qui tient sur toute l'année. Donc à partir de là, j'ai envie de dire que la prise de conscience, les retombées économiques, parce qu'on parle d'hébergement, mais quand on va parler d'hébergement, on va parler aussi à ce moment-là de ménage, on va parler de travaux, c'est toute une économie globale qui est bien présente. Je vais faire rapide parce que pour nous, la conclusion... on peut mieux communiquer. Moi, j'étais quand même surpris, même si c'est nous qui avons initié... Pardon, oui, je t'en prie. Parce que, non, ce qu'on réalise, c'est que les rochers, on ne va pas les déplacer. Non. C'est-à-dire que si le Loiret se met à faire une pub de démentiel pour venir grimper chez nous, ça ne changera rien, personne n'ira dans le Loiret. Donc pour un office du tourisme, effectivement, donc Florent parle de ses perspectives, et c'est vrai qu'ils n'ont rien à faire pour que les grimpeurs viennent. Et nous, ce que l'étude a montré, c'est qu'en fait, il n'y a même pas besoin qu'il y ait plus de grimpeurs. Ce que l'étude vient de montrer, c'est que les grimpeurs existants
pour l'instant, rien qu'en organisant mieux l'offre de services et les flux, ils continueront de venir et surtout le territoire pourra mieux en profiter et moins être impacté. Donc on est sur c'est super pour eux parce que juste en organisant mieux, c'est pas une histoire de faire venir de plus de grimpeurs qui va améliorer l'économie des territoires. C'est mieux valoriser ce qu'on a, mieux l'organiser et là, tout le monde en bénéficiera. Donc c'est un peu, on avait dit quoi? C'est pas travailler plus pour gagner moins. Non, c'est pas l'inverse non plus. C'était, vas-y Véronique, t'es meilleure que moi. Non, c'est pas accueillir plus, mais c'est accueillir mieux. Mais moi là-dessus, c'est aussi quand même je m'attendais pas à ça. Je trouve qu'il y a un côté presque traditionnel, voire un peu amateur de ces partenaires touristiques en lien avec l'escalade. Alors, nous qui travaillons sur, on veut dire, voilà, des modèles économiques, etc., liés au tourisme, moi j'ai quand même été surpris du fait que les gens ne travaillent pas entre eux. C'est-à-dire qu'il y a, ok, j'ai mon gîte, je suis artisan, mais personne ne s'est saisi jusqu'au bout de ces touristes-là pour en faire une approche qui serait beaucoup plus globale. Moi, j'ai envie de dire, le seul exemple, c'est la Pachamama avec sa bière 6A, 6B, 6C. Mais on pourra avoir beaucoup plus d'artisans qui se saisiraient de ça. Et donc, avoir aussi des retombées économiques plus importantes, plus vertueuses. Parce que il y a aussi la question à un moment du réchauffement climatique, des gaz à effet de serre. On voit qu'il y a une problématique de mobilité. Il va falloir quand même qu'on l'organise, le territoire l'organise. Donc, accueillir plus, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, l'intérêt, la volonté des acteurs, mais mieux. Et je vous le redis, l'approche de filière, pour moi, j'espère aussi que les acteurs privés vont s'en saisir. Ils sont beaucoup trop, chacun dans leur côté. Il n'y a pas d'approche globale. Donc, on espère, au-delà des questions d'accueil, de parking, de mobilité aussi, que l'ensemble des acteurs privés, parce que je pense que c'est quand même aussi important, même si le rôle pour nous, c'est que les acteurs publics s'en saisissent, mais c'est que les acteurs privés vraiment prennent conscience de cette force, de ce poids, et qui se mettent un peu plus à bosser ensemble, rapidement, mais parce que on va dire que c'est quand même des choses qui sont assez classiques. Vous avez confirmé, par le biais de la qualité de votre travail, l'ensemble un peu des préconçus qu'on avait. On avait parlé à un moment de préjugés. Je pense que là, maintenant, on les a un peu détruits, ces préjugés, et que maintenant, il y a un vrai enjeu pour se projeter à moyen terme. Et quand on vient au salon de l'escalade, quand on fait ce genre d'études, c'est permettre à des gens de venir grimper encore dans 4, dans 5, dans 10 ans. C'est un peu ça l'enjeu, et c'est le début. Pardon, je vous en prie. Et donc, les axes sur lesquels on a identifié des améliorations possibles de services proposés ou d'organisation, ça va être un des premiers. Alors, je les ai plus dans l'ordre, mais ils sont peut-être... Oui, là, c'est les nuisances. Non, mais on a vu un énorme axe sur la mobilité. Donc, c'est pathétique. C'est-à-dire qu'on est à dépendance voiture à 80%. À part les excursionnistes parisiens qui arrivent à bénéficier de la ligne R et de pouvoir aller sur 5-6 sites de grimpe accessibles à partir du train, sachant qu'on a une centaine de sites, on a une très très faible accessibilité hors voiture. Donc, dans les recommandations, on a une trentaine de fiches actions que je ne vais pas vous présenter, mais effectivement, on a parlé de mettre en place des vélis, de la location de vélos, de la gare au site, améliorer les pistes cyclables, Ça, donc, on a au moins 2 fiches là-dessus, je crois. Et on a aussi une fiche sur les navettes. C'est délirant, c'est-à-dire que on pourrait, sur certaines périodes de l'année, imaginer un transport qui fasse matin dépose, soir collecte sur certains sites. Et en plus, pour désengorger certains sites facilement accessibles, amener des gens sur d'autres sites. Il suffit d'un porte-crash-pad, etc. Je veux dire, il y a plein de gens assez intelligents pour mettre en place
ce qu'il faut, hein. Le van 15 places avec le porte-crash-pad derrière. Je veux dire, on arrive à mettre des navettes dans toutes les stations de ski, on arrive à mettre des navettes dans le canyoning, dans les gorges du Tarn, on arrive à mettre des navettes avec des kayaks derrière. Je pense qu'on va réussir à mettre en place des navettes avec crash-pad, quoi. C'est pas hyper compliqué. Parce que ce qu'on a vu aussi qui était hallucinant, c'est que les excursionnistes et les touristes connaissent 10 sites de blocs. Alors nous, Blozard, ça nous arrange que les gens aillent toujours au même endroit. On sait où aller pour pas les trouver. Mais ça va pas durer à terme. C'est-à-dire que nous, à Respect Blo, par ailleurs, dans une asso dont je fais partie avec Zofia et d'autres, on se pose la question, est-ce qu'il faut garder des sites secrets, Ça existe aussi dans les Alpes. Maintenant, il y a des sites d'escalade qui sont hors topo pour les garder pour les locaux. Pourquoi pas? Mais dans tout ce qui reste des sites officiels sur topo, rien que là, il y a une meilleure organisation possible. Et dans les autres il y a aussi un gros sujet sur parking bivouac. Donc là aussi, il y a un gros manque de service parce qu'en gros, les gens, ils arrivent, ils ne peuvent pas aller aux toilettes et ils ne peuvent pas vidanger leur van. C'est pas anecdotique du tout. On arrive sur des quantités équivalent caca ou équivalent douche qui est phénoménal. Donc non mais ça veut dire un service de douche payante, ça veut dire des choses très concrètes aussi en termes de propositions de services. Donc, et un autre, avant de vous passer la parole, un autre verbatim très intéressant. Beaucoup de gens ont répondu « Je suis prêt à contribuer » ou « Je suis prêt à m'investir ». On n'est pas du tout sur « c'est trop cher ». Donc, accueillons mieux, bien plus qu'accueillons plus. On a une marge de progression énorme, grimpeurs et acteurs du territoire. On a réussi à démontrer, quand je dis on, c'est vous et nous, on a réussi à démontrer aux acteurs publics, politiques et aux acteurs privés qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des marges. C'était vraiment le but de l'étude. Là, on est en période préélectorale, donc effectivement, on ne peut pas forcément communiquer sur les fiches actions, mais on va y travailler. Et puis, l'étude, c'est qu'un début. Moi, je vous propose peut-être, c'est qu'on voit s'il y a des questions parmi cette foule très nombreuse. Voilà, on est en tout cas à votre disposition. Merci pour votre intervention, c'est très intéressant. Je suis Anaïs, j'ai déjà échangé avec Florian pour un échange où j'avais contacté en disant il y a un bus qui fait Melun-Fontainebleau et qui passe devant le parking pour aller au spot de Rocher-Saint-Germain. Rocher-Saint-Germain, c'est à 1 heure à pied depuis le Bois-le-Roi. Autant vous dire, les très motivés parisiens, ils y vont quand même, mais c'est beaucoup moins fréquent que Rocher-Canon. Et donc, je l'ai contacté en disant, mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Et là, il m'a dit, c'est très compliqué, en fait, de faire un arrêt malgré que ce bus passe devant. Donc, je trouve qu'en fait, on voit, je reviens sur ce que disait Gaëtan, qu'il y a peut-être des choses à mettre en place qui nous paraissent... On ne comprend pas, je pense, nous, en tant que grimpeurs. On se dit, mais en fait, on ne nous aide pas à y aller sans voiture. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les Parisiens, je suis d'accord avec Gaëtan, ils y vont quand même. On a fait un sondage, nous, avec la communauté Grimpeurs Île-de-France. Il y a quand même une grosse part en Île-de-France qui vont au spot de Blo en mobilité douce. Mais ils vont à Rocher-Canon. Et une fois qu'ils se lassent au Rocher-Canon, ils prennent la voiture. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a des spots qui pourraient être accessibles autrement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y arriver? Merci pour les plans d'action. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire aussi en tant que grimpeurs pour y arriver? Réponse hyper concrète. On fait un rendez-vous, tu rejoins Respect Blo. Respect Blo, il est au sein du COSI Rock, donc l'instance de négociation avec l'ONF et Forêt d'Exception, donc avec Seine-et-Marne Attractivité et les autres. On est plus fort, on est force de proposition. C'est simple, ils attendent que ça.
Il y a même des lignes de subvention qui existent à la région, à plein d'endroits. Le problème, c'est la mise en œuvre des... Alors, c'est pas toi et moi qui allons acheter la navette. Comme moi, franchement, je peux pas. Mais et je veux pas voilà. J'ai besoin de grimper aussi. Et donc, non, mais on propose, on dit où on va aider à affiner ce qu'on a déjà fait là, c'est-à-dire voilà les sites, la fréquence, et on identifie un partenaire potentiel intéressé par la mise en place d'une navette. Et ça va se mettre en place. Il y aura soit une subvention, soit parce que chacun va vouloir faire des économies. On voit que finalement, la ligne de bus qui passe déjà, c'est plus simple et moins cher d'y mettre un arrêt. Bing, on mettra un arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais avec les acteurs qui sont en place aujourd'hui, tu ne peux pas juste demander une modif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Grimpeurs Île-de-France, vous nous rejoignez comme représentants les grimpeurs de Blo. On y va et on propose des projets et ils attendent que ça, d'avoir des projets un petit peu techniquement consistants pour en plus, je dis pas que tout va être solutionné. Hein. Si on dit il faut mettre une piste de cyclable entre Fontainebleau et Milly-la-Forêt, ça fait 20 ans que tout le monde veut une piste cyclable, c'est pas possible. Pour plein de mauvaises raisons, mais et de bonnes raisons. Parce qu'il faut pas toucher à la forêt trop. Mais on peut trouver d'autres solutions. Tu vois, il y a des trucs où les réponses, ça sera peut-être non, mais il y a plein de trucs, si on les porte, si on les aide et si on fait une partie du boulot, qui vont être mis en place. En tout cas, ils vont pas se mettre à modifier tout le réseau de transport comme ça, sans certitude et sans lien avec les grimpeurs. Mais juste pour rebondir, et c'est un des points quand même qui est essentiel, c'est que l'ensemble de cette démarche maintenant qui débute, c'est bien sûr les acteurs publics, mais c'est aussi les grimpeurs. Parce que c'est un vrai enjeu. Alors on en a beaucoup parlé, et on voit aussi toutes les thématiques qui sont en train de traverser le monde de l'escalade, que ça soit sur la question féminine, sur la question de la mobilité, ce genre de choses. Les solutions qui seront mises en place, de toute façon, elles devront être faites avec le monde des grimpeurs. C'est une évidence. Je voudrais juste rebondir. C'est vrai que nous, je trouve qu'en tant que grimpeurs, on est silencieux. En fait, oui, on laisse Respect Blo défendre, mais c'est vrai peut-être que nous, collectivement, on pourrait faire des choses. On sait que des fois, il y a des choses, parce que ça a buzzé, ça vient. Et c'est vrai que là, je viens en vous disant pas, oui, on pourrait rejoindre Respect Blo, mais peut-être que nous, les communautés, moi, ma communauté, on est 2000. Hein. Peut-être que nous, on pourrait aussi alerter les pouvoirs publics en disant, qu'est-ce que vous faites pour nous? Qu'est-ce que vous faites? Il y a l'aspect écologique et il y a l'aspect rendre accessible des choses, quoi. Le but de l'étude, le titre, c'est les retombées économiques. Mais quand il y a de l'économie, forcément, vous amenez un regard. Et en plus, c'est une économie, je vous le dis, sur des milieux qui sont quand même assez ruraux. Le fait d'avoir une épicerie qui fonctionne avec des grimpeurs dans un petit village, c'est important. Le fait d'avoir un kiné qui va travailler aussi avec des grimpeurs, c'est important. Donc nous, on est vraiment dans cette approche-là et c'est des arguments qui vont faire écho aussi à vous, à vos demandes. Mais de toute façon, le monde institutionnel, mais aussi les réseaux des grimpeurs, on le fait pour vous, mais on aura aussi besoin de vous. Et on le fera avec vous. La question des déchets, ce n'est pas la question des déchets sacs plastiques qui sont mis n'importe où, mais il y a des solutions. Enfin voilà, il va falloir aussi qu'on travaille avec vous parce que la forêt, il faut que tout le monde en prenne soin. Voilà. Il faut qu'on s'arrête. Peut-être juste en point de conclusion qui récapitule un peu tout ça, c'est que selon les différents sujets, en fait, ce sera des instances ad hoc, les bons acteurs sur chacun des sujets qui ne seront pas forcément les mêmes non plus, mais avec de toute façon une co-construction sur chacune des actions à mener les uns avec les autres, et pas toujours selon les sujets les mêmes acteurs concernés, mais il y aura de toute façon besoin effectivement du public concerné par ces sujets-là. Un grand merci. Voilà. Pardon, je vous remercie, Madame Klein. Gaëtane. Merci à tous pour votre présence. Et on reste disponible après si vous voulez discuter avec plaisir.